Je sens toujours que pour réussir une sculpture, celle-ci doit être d'accord pour naître. La matière, ici la terre, agrée et participe à sa transformation. Il s'agit pour l'artiste d'accompagner la venue de l'œuvre et pour la terre d'accompagner l'artiste. Voici Ève et voici l'histoire. J'avais créé Ève pour qu'elle soit l'héroïne de mon précédent documentaire, La solitude des œuvres d'art. Un film écrit pour évoquer la situation de l'artiste durant les confinements. Or, la comédienne mit fin à ses jours au début du tournage, comme au rôle qu'elle devait tenir, trop accablant sans doute, et qui la privait de sa part de rêve. Je suis encore incapable aujourd'hui de dire s'il s'agissait vraiment d'un choix pour elle ou bien d'un accident. L'acte suicidaire s'opère parfois à la vitesse d'une étincelle, comme la pensée. Je veux dire par là qu'une occasion d'en finir peut être saisie au vol quand elle se présente, sans laisser le temps de la réflexion, le temps onirique d'un acte inconscient. L'artiste peut commettre 1000 maladresses, rencontrer 1000 accidents. Beaucoup de causes d'échec lui sont imputables. Il est cependant un cas où la sculpture, en séchant, met brusquement fin à ses jours en sautant dans le vide. C'est comme si la matière comprimée par la forme se détendait. Une explosion à froid. L'œuvre, comme montée sur un ressort, fait un vol plané. C'est ce qui est arrivé à Ève. Parfaitement achevée, elle était posée sur une étagère quand brusquement, dans mon champ de vision, je la vis accomplir un arc de cercle et venir s'écraser sur le sol. Dans mon court-métrage, mon héroïne brille par son absence. J'étais seule à le savoir. Et pour tromper ma déception, je filmais en coulisses les étapes de sa réparation dont j'ai décidé de faire un montage.
Ce faisant, je méditais sur l'évanouissement d'Ève, et c'est au fil de sa renaissance que je sentis qu'elle avait boycotté mon projet et qu'elle avait envie d'écrire son propre film. Nous inversâmes nos rôles, je me mis au service de l'imagination d'une sculpture. Aux Beaux-Arts, un prof me demandait d'arrêter de me fabriquer des jouets. N'importe quoi. Oh, la magie a commencé par là. Je n'ai jamais cessé. Comment s'appelait ma poupée? Elle était dotée d'une chevelure brune, épaisse, que je me suis empressée de couper pour la libérer. Rien n'est plus vrai qu'un jeu d'enfant. Le huis clos des jeux ne m'a jamais quitté. Je leur voue un culte. C'est comme dans la danse contemporaine. Dès lors que l'imagination transcende son corps, le danseur atteint l'excellence d'un jouet pour tout le monde. J'ai ressenti cela avec Pina Bausch ou Karine Saporta. Entre un jeu passionnant et la passion, Semblable à la nature qui bâtit ses nids à sa convenance, nous tissons sur l'absence, nous cousons bord à bord des mots donnés par la réalité à ceux que nous formons pour nous tenir sur le damier créé entre réel et fantasmagorie. Pour que le rêve s'éveille, pour que le rêve s'éveille, pour que le rêve s'éveille. Nous sommes aimantés par l'idée que nous saurions trouver la lumière qui nous manque pour devenir extase dans la réalité. Mais aucune œuvre ne remplit ce contrat car j'appelle lumière le corps rêvé par la matière, ce corps, la beauté quoi. L'œuvre serait ce réceptacle où chacun pourrait l'entrevoir. En art, tout imprévu est un laboratoire. On attend de l'artiste qu'il connaisse et reconnaisse les qualités de la matière travaillée. Mais il doit aussi savoir apprécier des facteurs liés à l'environnement. Chaleur, humidité, l'heure qu'il est, qui influencent la matière et lui-même. N'importe quelle fluctuation perturbe un processus. Et pour surmonter une difficulté, l'artiste se trouve souvent projeté sur un plan différent de celui de son point de départ. Il se pourrait donc que l'art travaille l'homme autant qu'il le supporte, et que l'art
soit le véritable artiste.